samedi 2 avril, notez bien la date, 2 avril, parce que si c'était le premier, vous pourriez penser que c'est une farce. Et donc ce matin, il neige copieusement, enfin toute la nuit. Hier soir, quand je suis rentré, un tout petit peu tard, il neigeait déjà et ça s'est confirmé tout au long de la nuit. Vent du nord, vous voyez les flocons qui me tombent dessus là. Température extérieure à la station météo, donc à 2 mètres du sol, environ moins 0,5 à peu près. Blablabla. Ouh là là, on va recommencer ça calmement au chaud parce que en tournant la séquence ce matin, je me suis emmêlé un peu les pinceaux. Très exactement, je peux exprimer quelques doutes sur ma mémoire à court terme. J'avais lu les chiffres des sondes et tout ça, et puis pris mon café, installé la caméra, et en plein mode impro, comme toujours dans mes vidéos, voilà pas que je m'en mêle dans les températures. Donc, refaisons le point et en même temps, je vais en profiter pour être très précis sur les sources de mes infos, des chiffres de température ou autres que je cite à longueur d'année, parce que pour moi, jardiner, plus largement l'agronomie, il y a un ingrédient absolument fondamental hein, qui est le cœur, enfin qui est un des coins du triangle sol, plante, climat. Voilà, c'est les données climatiques sur lesquelles on passe beaucoup trop vite dans la mode de la pensée unique, étiquetage unique de plants provenant de Pays-Bas qui ont les mêmes indications sur les dates de plantation, dates de floraison, comment il faut arroser, comment il faut fertiliser. En gros, on met moyen et une très large période parce qu'on veut vendre ça depuis Carcassonne jusqu'à Tallinn. Tallinn est la capitale de l'Estonie, si cela vous échappe temporairement. Et donc pour moi, toutes mes réflexions et toutes mes données sont très souvent liées à la météo et j'ai donc 3 sources de données, ou 4. Une première, c'est bien sûr Météo France. Les relevés, on a les relevés de température, de précipitation, de neige, certaines de ces données heure par heure à la station de Strasbourg-Ensheim, hein, qui est l'aéroport de Strasbourg, au sud-ouest de Strasbourg et à 12 km à vol d'oiseau ici. En plaine, donc il y a des différences. Je dois interpréter les données et les prévisions que fait Météo France sur la base de la plaine d'Alsace, alors que je suis ici à 340 mètres sur le Piémont. Je ne suis pas non plus sur les sommets des Vosges. Première source. Deuxième, que je cite de temps en temps. Deuxième source, c'est une station météo qui est installée en bas et que certains d'entre vous ont vu dans des vidéos précédentes. C'est ce boîtier, hein, la station, c'est des instruments de mesure qui se trouvent en bas à l'entrée du potager et ce boîtier qui me les donne en instantané. Donc là, je peux vous dire qu'à l'intérieur, il fait 21,3 degrés. Dehors, il fait 1,9, plus 1,9. L'humidité dehors, 90%. Je peux vous dire qu'il y a un peu de vent, 8,6 km/h en moyenne, de direction nord-nord-est, qui est la pression atmosphérique, le temps, la date et les précipitations ces 24 dernières heures. Alors la neige n'est pas sans doute toute passée dans le pluviomètre, 0,9 mm. Donc, première température, et c'est celle qui donne ce type de courbe que les familiers de mes vidéos connaissent. Hein. Donc ce boîtier est relié à mon ordi, ici à celui-là.
Et régulièrement, je décharge la mémoire qui se trouve là-dedans dans mon ordinateur, ce qui me permet de retrouver ces données depuis que j'ai cette station. Il y a quand même eu une ou deux pannes, batterie faible, etc., ou mémoire pleine et je n'ai pas déchargé à temps, donc j'ai des ruptures dans mes données. Ce n'est pas si facile d'avoir des données continues. Et donc, cette station, contrairement à ce que j'avais dit dans ce que dans ce que je vais couper en cours de montage, a frôlé le 0 degré ce matin. Donc approximativement plus 0,4, plus 0,3 au lever du jour, donc au plus bas. Alors dans des vidéos antérieures, certains m'ont demandé les références de cette station. Elle n'existe plus. J'en profite au passage pour préciser pour ceux qui sont nouveaux venus sur ma chaîne, et vous êtes un certain nombre, je vous salue. Je ne fais pas de placement de produits. Donc si vous voyez apparaître un outil, une marque ou quelque chose, je l'ai acheté comme consommateur lambda et vous ne trouverez aucune vidéo dans laquelle je dis cliquez ici parce que je n'ai pas de magasin Amazon, etc. Donc ça c'est un choix, ce qui me permet de dire que si ceci était une connerie, j'aurais l'entière liberté de dire ce truc-là est un machin qui ne marche pas, c'est une foutaise totale. Ce n'est pas le cas. C'est un boîtier générique, noir et blanc, bas de gamme, prix environ 150 €. Ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, les mêmes écrans sont en couleur. Vous en trouverez, petite recherche internet sur des revendeurs de stations météo, tapez station météo sans fil, hein, puisque donc la communication entre ce boîtier et les données captées par les différents instruments évoqués, donc anémomètre pour le vent, girouette, sonde thermique, sonde hygrométrique, pluviomètre automatique, et qu'est-ce que j'ai encore? Je crois que c'est à peu près tout, sont transférés automatiquement par onde dans ce boîtier où je les récupère pour mon ordinateur. Donc la marque n'a aucun intérêt, c'est la marque Conrad, qui est un fournisseur de matériel électrique, électronique, composants pour l'électronique, appareils de mesure, etc. Assez connu, très connu en Allemagne, c'est une marque allemande, mais qui a une représentation en France, sans pub. Donc voilà, si vous voulez vous équiper, ce qui est déterminant, c'est la position de la station à l'abri, ou à l'écart très exactement, de toute perturbation, abri, mur, tout ce qui peut porter des ombres, tout ce qui peut perturber l'écoulement du vent, des conditions assez souvent difficiles à réaliser à proximité de l'habitat. Chez moi, c'est à peu près respecté à hauteur de 2 mètres environ. Donc les stations météo sont entre 1,50 m et 2 mètres. À l'écart des macadams, à l'écart des étangs, etc., qui sont des choses qui perturbent les températures, des tampons thermiques qui modifient l'humidité, etc., etc. Deuxième source de données, c'est ces data loggers, hein, donc ces enregistreurs de données, parlons français. Celui-là est un enregistreur de température, donc il y a une sonde thermique là-dedans, de l'électronique, une batterie, et cet appareil, j'en ai deux. Celui-là est celui qui est fixé à l'extérieur, sous ce petit chapeau que vous avez peut-être vu dans des vidéos antérieures, au-dessus du foin. Donc c'est ma référence température extérieure au ras des pâquerettes, donc là où se trouvent mes légumes. Alors ces data loggers peuvent enregistrer des milliers de données. Je crois qu'il est programmé pour un enregistrement toutes les 15 minutes.
Et donc, j'ai, depuis que je l'ai installé, les données au ras des pâquerettes. Lecture, c'est une prise USB, hein, donc là j'ai un câble USB relié à mon ordinateur, ding ding ding, il l'a capté. Et donc là je peux lire les données en instantané et en même temps, si je veux, les transférer sous le format .csv, donc qui permet de récupérer ces données, de les transformer pour les lire dans des tableaux Excel. Donc j'en ai un en extérieur et j'en ai un au ras des pâquerettes dans la serre tunnel. Donc ça c'est ma base. Troisième source de données plus récente, hein, donc installée durant l'hiver, j'ai eu quelques petits problèmes. On va aller voir le boîtier qui, pour des raisons techniques, est dans ma salle de bain. Alors là, le contre-jour est un peu violent, mais vous devinez la serre du potager et le boîtier, donc c'est celui-là. Je vais changer d'angle pour que vous voyez quelque chose, mais il se trouve ici en hauteur sur ce meuble et ce carton, de façon à ce que les ondes émises par mes différentes sondes, et il y en a 8 qui se trouvent en bas, soit enregistré par ce boîtier. Je l'avais d'abord dans mon bureau et j'avais des ruptures de faisceau. Généralement, ça ne captait pas. Après, je l'ai mis ici et puis quand même en étant au bas, la dalle béton qui est là devant et puis quelques obstacles coupaient un peu le faisceau. Ensuite, j'ai eu la mauvaise habitude, enfin c'est une bonne habitude du point de vue thermique, hein, d'économie d'énergie, mais de fermer le volet qui lui est en aluminium et qui faisait un écran, donc je dois laisser le volet ouvert. C'est dans ces conditions-là que j'arrive à capter les températures de mes 8 sondes qui se trouvent donc à différents endroits dans le potager. Je change la caméra de façon à ce que vous voyez quelque chose et je termine là-dessus. Alors voilà donc ce boîtier hein, qui, par cette petite antenne, va récupérer les données de toutes les sondes qui sont en bas et va les enregistrer. Donc je peux lire là en instantané avec le tracé pour voir comment ça évolue. Et en même temps, c'est enregistré sur une petite carte qui se trouve ici, que je vais sortir. Et donc, sur mon ordinateur, je peux lire les données. Vous voyez là, l'alimentation, c'est alimenté par un boîtier, un transformateur, hein, donc ça n'a pas de pile, ce qui est, à mon avis, un des défauts de ce truc-là. Je ne peux pas mettre le boîtier en bas dans la serre. Je suis obligé d'être à proximité d'une prise électrique. Avantage donc, gestion jusqu'à 8 sondes sur un même boîtier, une même carte. Et bon, voilà, il vous faut un petit lecteur de carte USB, parce que je n'ai pas sur cet ordinateur-là, pas de slot, comme on dit, hein, pas de trou, pour mettre directement une mini SD. Sur certains ordinateurs, vous avez évidemment directement un petit branchement pour ces cartes. Donc je passe par ce lecteur de cartes et là encore, je tombe sur un format USB qui me permet de lire des fichiers .csv que je peux lire à l'écran ou que je peux transformer en fichiers Excel pour éventuellement faire des comparaisons, des calculs, des courbes, des tracés, etc. Voilà donc mes trois sources de données sur lesquelles je vais puiser les températures réelles, donc du potager du paresseux, que je vais vous donner et qu'on va comparer aux données de Météo France au petit matin. Alors qu'est-ce que ça donne, ces différentes sources? Donc tout d'abord, station météo de Strasbourg-Ensheim, donc d'après le site infoclimat.fr, qui est une véritable mine
de données météo de toutes sortes, y compris d'archives remontant parfois très loin. À Strasbourg, j'ai les données depuis 1946, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui m'a permis de tracer un peu l'évolution et le changement du climat. Là, donc, depuis hier soir 20h jusqu'à tout à l'heure 10h, la température n'a cessé dans un premier temps de baisser 1,5 vers 0,7, puis est remonté un peu vers 3-4 heures du matin pour rebaisser vers le minimum a été atteint vers 8 heures du matin, donc le minimum météo 0,3, plus 0,3. Donc c'est la température qui sera enregistrée comme minimum météo, sauf si ce soir, avant minuit, il fait encore plus froid. Première donnée, donc je vous disais que des fois il y a un écart important entre la plaine et chez moi, notamment par temps clair, il peut y avoir des écoulements d'air, il peut faire plus froid en bas qu'ici, comme ça peut être à certains moments l'inverse. Alors du côté de ma station, hein, donc station météo à peu près, sonde de la station à peu près à 2 mètres de haut, on a eu toute une série de 0,4, 0,5 vers 6h, 7h jusqu'à 8h, 8h30 du matin, avec avant, pareil, le même phénomène, sauf que c'était monté à environ 1 vers 2 heures et quelques, alors qu'on avait eu des 0,8, 0,7 un peu avant. Donc pareil, montagne, redescence, assez proche. Hein. Là, pour une fois, les données sont quasi concordantes, ce qui est logique. Hein, quand on réfléchit qu'on était en phénomène de convection, vous avez vu ces flocons de neige qui volent en biais, ça veut dire que en gros l'air qui était en bas était l'air qui était ici, était l'air qui était plus loin à 200 mètres de hauteur, etc. C'était, j'ai fait un lapsus, hein, j'ai parlé d'Antarctique, bien sûr de l'air d'origine arctique. Donc dans ce régime de vent, la différence plaine, coteau, s'efface totalement, hein, puisqu'on a le même air. Celui qui était en bas une heure avant, un quart d'heure avant, se retrouve ici. Et donc, pour ce qui nous intéresse le plus, hein, donc les sondes placées au ras des pâquerettes, comme je dis, au ras des légumes, que ce soit en extérieur, dans la serre ou dans les différents châssis. Donc, j'ai fait le travail d'exploitation de la carte de la petite station qui recueille les données des 8 sondes. La sonde numéro 1 qui est au ras des pâquerettes dans la serre est passée par un minimum à plus 0,6. Donc on est resté positif, assez voisin du minimum météorologique. En gros, vous l'avez noté, on n'a quasiment rien gagné en termes de minimum dans cette serre. Ça fait, je crois, la 3e ou 4e vidéo où j'évoque ce fait, parce que j'essaye de le marteler, on est convaincu du contraire. Ça fait partie de ces choses contre-intuitives qui polluent notre esprit parce que nous ne nous donnons pas les moyens de mesurer, de vérifier. Alors on installe une serre parce qu'on pense que ça va sauver nos légumes du froid. Non, la serre permet de forcer. La serre, j'ai une sonde qui est au niveau de la tablette à peu près 2 mètres de hauteur. Là, on a atteint une température plus basse de plus 0,2. Encore contre-intuitif, on serait persuadé qu'en plaçant des légumes là-haut sur les tablettes, elles seraient mieux au chaud. Le jour, c'est vrai. La nuit, c'est pas vrai parce que la nuit, c'est le sol qui réchauffe, qui fait le tampon et qui réchauffe les basses couches. Donc, si je reste à 10-20 cm du sol, il fait plus chaud au ras du sol que là-haut dans la serre tunnel. Sonde 3, on est dans le châssis à l'ancienne, le châssis de verre.
vous allez voir ça tout de suite, hein, c'est un peu désorganisé du fait de la coupure que j'introduis. Là, la température la plus basse, sans aucun chauffage, donc cette nuit, a été de plus 2,3. La sonde numéro 6 est dans le deuxième châssis, plus 2,5 cette nuit. Donc dans le premier, il y avait les tomates, qui ont donc à plus 2,3, aucune crainte. Elles doivent être en forme olympique. Enfin, elles ne poussent pas, hein, mais elles n'ont absolument pas souffert du froid. Donc, ancien châssis, plus 2, plus 5. Il y a malheureusement sur le deuxième châssis eu des ruptures de faisceau, donc je n'ai pas les données continues, mais je ne pense pas qu'on soit descendu en dessous. J'ai des relevés à plus de 6, plus de 7, à 4 heures et à 5 heures du matin. Donc ça paraît cohérent. Le polycarbonate, hein, donc le châssis nouveau type, le premier est à plus 2,4 et le deuxième est descendu davantage à 1,6. Ces deux châssis de polycarbonate étaient en fonctionnement automatique, hein, donc c'est le vérin qui s'est fermé. Et contrairement au châssis ancien en verre, où j'ai placé une couche d'isolant par-dessus, ces polycarbonates, volontairement, je n'ai pas mis de cet isolant pour voir qu'est-ce qu'ils ont comme capacité, mon rêve étant de les automatiser à l'ouverture-fermeture et de ne pas avoir à y penser. Donc, le premier s'est bien comporté, le deuxième un peu moins, je ne sais pas. Problème d'étanchéité, sol moins chaud parce que je l'ai installé tout à fait récemment. Je pencherai pour cette deuxième hypothèse, mais je ne peux pas la prouver. Au ras des pâquerettes, toujours, non pardon, dans mon tunnel ouvert, tunnel à tomates ouvert, il y a une sonde qui a 2 mètres de hauteur et elle, donc, elle a atteint moins 0,8. Hein, donc là, c'était un peu plus difficile, vers 7-8 heures du matin, s'il y avait eu des légumes frileux. Par chance, il y a des choux-fleurs, différentes salades qui, à cette température-là, ne craignent rien du tout. Et donc le capteur 8 qui est le témoin extérieur, ras des pâquerettes du même type de sonde. Petite remarque au passage, avant d'installer ces sondes, on m'a fait la remarque dans la vidéo que j'ai faite fin janvier, est-ce que j'ai vérifié, est-ce que je les ai étalonnés? Oui, ils sont restés posés l'un à côté de l'autre à 2 endroits ici dans mon bureau, un endroit plus chaud, un endroit plus frais là près du rebord de fenêtre, et la divergence était au maximum pour un capteur. Et encore, ce n'était pas constant, hein, mais l'écart maximum que j'ai observé, c'était 0,1 degré. Donc ils sont parfaitement homogènes et il n'y a pas d'écart significatif lié à un dysfonctionnement des capteurs. Donc en extérieur, on a atteint donc entre 6h30 du matin et 9h du matin, moins 0,9. Quand je dis extérieur, il y a quand même un chapeau dessus, hein, de façon à ce qu'il ne neige ou il ne pleuve pas dessus, parce que l'évaporation de l'eau, à elle seule, suffit pour rafraîchir un capteur. Donc voilà un peu ce que ça donne. Et donc, compte tenu de tout ça, confirmation du fait qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, comme on va le voir. Retour donc à ce qui a été filmé ce matin donc sur place. Avant de ressortir, quand même, puisque le défilé des températures s'est un peu rallongé, notez bien cette différence entre ce qui est une température dite météo, d'une station météo, et les températures que subissent nos légumes au ras du sol. Hein. Donc revenez en arrière. Je disais qu'à ma station, à 2 mètres du sol, le minimum enregistré est passé par 0,4, 0,5, plus 0,4, plus 0,5.
Et on vient de voir que la sonde numéro 8 extérieure, au ras du sol, a enregistré moins 0,9. Donc on peut dire qu'il y a presque 1,5 degré de différence entre l'air à 1,50 m, 2 mètres de haut et l'air au ras du sol, là où se trouvent les légumes. Et ça, c'est une des grandes leçons qu'il faut absolument avoir présent à l'esprit. Les prévisions météo sont des prévisions d'une température attendue à la station météorologique. Il faut automatiquement, si par chance vous avez les mêmes perspectives de météo que la station la plus proche, hein, si vous étiez en bas dans la plaine à quelques kilomètres de Strasbourg-Ensheim, vous pourriez vous dire, quand il prévoit -3, chez moi aussi il fera -3. Mais même dans ce cas-là, il faut corriger du fait que c'est sous abri météorologique dans une station météo en hauteur et qu'au ras du sol, par les phénomènes de rayonnement, les températures sont généralement presque toujours plus basses. Et l'écart là de même pas 1,5 degré, qui n'est pas rien quand il s'agit de gelée, cet écart peut être par temps clair beaucoup plus important. Il peut y avoir 2 à 3 degrés de différence. Et donc, vous avez une prévision à 0, vous vous dites tout va bien se passer, vous vous inquiétez pas, tranquillou, vous allez vous coucher et vos tomates au ras des pâquerettes se prennent un -3 qui leur est fatal. Ou des haricots verts, pour citer deux chochottes, ou des melons. Et donc, il faut absolument corriger les prévisions en jardinier, c'est-à-dire savoir que nos légumes subissent des conditions plus sévères que la prévision météo, qui n'est pas fausse, qui est une prévision d'une température sous abri à 2 mètres de haut. Donc les prévisionnistes prévoient, de Météo France, prévoient une température météorologique, une norme mondiale, ce qui n'est pas la même chose que la température des jardiniers. Voilà, et puis maintenant on va aller voir ce que cette nuit a apporté dans nos châssis. Problème évidemment pour jardiner avec paresse dans un transat. Vous voyez l'état du transat. Je ne vais pas me vautrer dans cette couche de neige. Il y en a quand même presque 3 doigts. Donc pas loin de 5 cm, je pense. De mémoire, la première neige qui reste cet hiver. Il y a peut-être eu un saupoudrage en novembre. Et alors évidemment, quand on ouvre ces volets au petit matin, je suis rentré tard, je vous l'ai dit, donc pour moi le petit matin c'était quelque part un peu avant 9 h. J'ai ouvert mes volets, j'ai vu cette neige. Pour beaucoup de jardiniers, ça aurait été un sentiment de catastrophe. Que nenni. Ce qu'il faut craindre dans le genre de situation dans laquelle on est maintenant, tout début avril, c'est les nuits claires où il va faire très froid. Et la nuit que je vais craindre est à venir. Dans l'état actuel des prévisions, c'est celle qui, dans la nuit de dimanche à lundi, va coïncider avec le dégagement de ce temps neigeux, avec un ciel couvert. Donc là, on a un duvet au-dessus, même si le duvet est un peu glacé, mais on a donc un effet de tamponnement des baisses de température, très exactement de limitation du rayonnement nocturne. On a par contre ce qui s'appelle des convections, c'est-à-dire des vents qui, du fait de dépressions positionnées sur l'Europe de l'Est, tournent dans le sens contraire des aiguilles du montre et nous ramènent de l'air froid des contrées nordiques, pouvant aller jusque du côté des icebergs, du Svalbard, Antarctique, etc.
Donc là, on a un rafraîchissement par ces courants d'air qui, heureusement, donc, sont aux environs de -1, puisque la formation de la neige dégage de la chaleur. Donc ce n'est pas du tout ça maintenant, à l'instant, le moment critique. Ce sera lorsque les nuages vont se dégager et que tout à coup, la Terre va de nouveau rayonner, envoyer des calories dans l'univers, dans l'espace intersidéral, et c'est là le moment critique. Donc la pire conjoncture pour moi, une journée où cela n'a pas chauffé dans mes châssis, où les tampons thermiques, les bouteilles d'eau que j'ai mises, etc., n'accumulent pas de chaleur, ce qui est le cas là depuis 2 ou 3 jours, et où tout à coup, alors le pire, c'est quand c'est à 8 heures du soir, ça se dégage. Donc ça veut dire que ça va rayonner toute la nuit. Les températures vont baisser, baisser, baisser. Comme elles sont parties de bas, elles baissent, elles baissent, elles baissent, elles baissent. On atteint des très bas. Donc pour l'instant, j'attends les prévisions demain. Mais il se peut très bien qu'on passe à des -5, -8 dans la nuit de dimanche à lundi. Pour l'instant, pas d'inquiétude. Donc tomates et autres plants ont passé évidemment la nuit dehors dans les châssis, sans chauffage électrique branché, sans rien. On va y jeter un coup d'œil, je ne veux pas rester dehors très longtemps et puis je ne veux pas non plus exposer la caméra très longtemps à la neige. Alors ici, les 2 châssis polycarbonate finis et donc avec différentes plaques de semis ou plaques multigodées avec des plans là-dedans, et puis celui qui n'est toujours pas fini en fonction d'événements intervenus. Et il y a même là 2 plaques de semis et des fèves en pot qui sont restées en dehors du châssis, qui n'ont pas été rentrées suite à l'absence, enfin notre absence hier, et le fait que je suis rentré très tard. Sinon, ce serait normalement bien mieux dans les châssis. Pourquoi je ne suis pas plus catastrophé que ça? Tout simplement parce que, regardez, cette plaque de polycarbonate, un peu plus lourde là, avec la neige dessus, c'est à peu près 5 cm de neige, qui en fait sont une magnifique couverture empêchant le rayonnement. Donc une couche de neige, contrairement à ce qu'on pourrait craindre, est plutôt une protection d'un système. Et du premier coup d'œil, ce qui se trouve là-dedans, des persils, des chicorées, des endives, des œillets d'Inde pourtant extrêmement frileux, se portent bien sans aucun problème. Bien entendu, le vérin n'a pas réagi. Je referme vite parce qu'il faisait, là j'ai dû faire une douche froide, mais il faisait 2,5 à 3 degrés, donc il y a des petites différences entre les différents châssis que j'ai, mais ils étaient tous entre 2,5 et 3 degrés ce matin, donc largement assez pour sauver des plants aussi frileux que ceux que je viens d'évoquer, les œillets d'Inde, où on va y aller tout de suite, les tomates qui sont dans le premier châssis de verre à l'ancienne. Alors, rapide coup d'œil dans le premier. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des fleurs que mon épouse a faites. Il y a des concombres qui m'ont l'air en état, ce serait à vérifier. Choux, aucun problème, ils sont vaillants, fringants, en pleine forme. Ce melon, en pleine forme. Alors, on a une très mauvaise germination, tout simplement, parce qu'on a utilisé des graines, des sachets de graines ouverts depuis un certain temps et dont la majorité, pour l'instant, ne lève pas. Des salades repiquées ici, donc des scaroles, des romaines. Tout ça se porte bien, mais je ne vais pas
insister. Température, ah ben là il faisait 4 degrés hein, quand j'ai ouvert, donc il y a un tout petit peu de lumière diffuse. C'est suffisant pour que ce châssis ait déjà gagné 1 degré et demi depuis ce matin. Alors je ne vais pas trop piétiner la zone là parce que du coup c'est de nouveau humide puisque cette neige suit une période de pluie, pas monstrueuse mais quand même il a un peu plu. Une plaque de semis restée dehors, oubliée parce qu'on a repiqué ici, là-bas derrière des oignons, ici devant des salades, je ne sais plus laquelle c'est, peut-être une... je pense pas que c'était la scarole de mémoire, c'était l'autre, une romaine. Et puis là-bas derrière, le long du grillage, des petits pois semés sur place, dont un certain nombre ont été rongés par des rongeurs, par du campagnol des champs ou une forme de souris, mais où d'autres ont survécu, donc on a mis quand même le grillage. Alors, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, donc on va attendre le dégel. On va laisser passer la vague de froid de la nuit de dimanche à lundi. Et puis, la semaine prochaine, on viendra faire un tour pour savoir comment tout ça se porte. Et donc ici, les deux châssis à l'ancienne. Oui, oui, mon gros, on ira faire la promenade. Donc deux châssis à l'ancienne dans lesquels il y a au fond une résistance chauffante. Tu ne veux pas me monter dessus, non, pendant que tu y es. Donc une résistance chauffante, mais qui n'était pas branchée. Hein. Donc hier soir, je suis rentré vers 10h, 10h30. Et dans la nuit, il neigeait, il faisait froid. Je n'avais pas envie de m'enquiquiner à tirer le câble électrique. Et donc, ces châssis sont des châssis froids, sans assistance chauffante. Assistance chauffante que je mettrai sûrement en œuvre par sécurité dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, dans ces châssis, il va me monter dessus. Oui, on va se promener, je te promets. Tu peux quand même croire à mes promesses, non? Là-dedans se trouve, entre autres, donc ce châssis-là est presque entièrement, renferme presque entièrement ce que j'appelle un peu méchamment les chochottes, hein, donc les légumes frileux, tomates pour l'essentiel, mais aussi ici des courgettes. Là-bas, je vais ouvrir subrepticement, des melons, et tout ça pour l'instant se porte tout à fait bien. Tout à l'heure, je vais aller greffer, hein, donc, parce que je suis très en retard. Il y en a qui sont des porte-greffes qui sont devenus bien trop vigoureux. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Heureusement, j'ai cette année des clips plus grands que ceux de l'an dernier. Donc pour l'instant, aucun affolement, bien que, donc, comme je le disais, ces tampons thermiques, ces bouteilles noires d'eau, là, elles ne tamponnent pas grand-chose puisqu'elles ne chauffent pas le jour depuis au moins 3 jours qu'on a ce temps gris. Mais le système, donc couvert avec toujours mon isolant mince, hein, donc la seule chose que j'ai encore faite hier soir, c'est mettre l'isolant mince. Avec ça, l'inertie du sol, puisque le premier tampon d'un châssis, c'est le sol. Ici, des choux, une barquette de tomates, et puis là-bas, oignons, poireaux, encore quelques, là des laitues, des aubergines, des piments. Tout ça survit pour l'instant très très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah ben ici encore des melons, des artichauts, bon ben là c'est moins surprenant, et là-bas oignons, etc. Ouais. Choux cabus. Voilà. Et voilà donc pourquoi dès que j'ai ouvert les volets ce matin, je ne me suis pas inquiété plus que ça. Quand on connaît les mécanismes du froid, on va dire, hein, de la physique, on sait qu'une couverture de neige est quelque chose
qui protège ces légumes. Ce n'est pas quelque chose qui fait peur. Alors voilà, donc quand on connaît un peu les mécanismes physiques du froid, rayonnement, convection, hein, donc déplacement latéral d'air, et quand on a regardé la météo qui à 24 heures est relativement, voire très fiable maintenant, même s'il faut corriger les prévisions qui sont faites dans mon cas pour la plaine, il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand on sait qu'il va neiger. La neige est une bonne protection contre les excès de froid. Alors il y a ici, par exemple, un pied de vigne qui trempait parce qu'il était trop sec. C'est des boutures, hein. Des boutures de vigne, de table. L'eau est gelée. Mais je suis à peu près convaincu qu'en l'état, ces pieds-là vont survivre et probablement même pas perdre les feuilles qui sont couvertes de neige. Là, il y a une plaque de choux qui, elle aussi, a des salades encore, des oignons. Si on est régulièrement alerté par des informations catastrophiques ou en tout cas catastrophistes, c'est parce qu'on est devenu une société qui, ignore un certain nombre de choses et qui, deuxièmement, est devenue extrêmement sensible. Enfin, dans ma jeunesse, 2 cm de neige ou 3 cm de neige comme ça, on n'en parlait pas, quoi. Aujourd'hui, ça bloque la circulation, donc le préfet, enfin Météo France, émet une alerte orange, parce que si jamais ils n'ont pas alerté les services publics, une ambulance qui se met de travers parce qu'elle a des pneus non adaptés, et c'est une catastrophe, le ministre de l'Intérieur est obligé de se déplacer, de se justifier, etc. On est devenu une société encore plus chochotte que mes tomates, et on n'est plus capable d'envisager la moindre chose imprévue. À propos de la vigne, par contre, l'alerte des viticulteurs, elle est justifiée par quelque chose que sans doute la majorité des gens n'a pas perçu et que je n'ai pas vu répercuter dans les informations qui ne sont pas des informations, parce que si on vous informe, on vous dit ce qui est. Aujourd'hui, les informations, c'est du perroquage. Des perroquets qui répètent des messages, alors souvent alarmistes ou trop optimistes, mais en tout cas, il faut que ce soit exagéré pour que ça intéresse les gens qui regardent les télévisions, parce que la télévision sert à vous vendre de la publicité. Ça ne sert pas à vous informer sur la complexité du vivant. Et ils n'ont pas le temps en 3 minutes. Parce que 3 minutes après la neige en Alsace, il faut parler du bombardement en Ukraine. Et 3 minutes après, c'est les Indiens de l'Amazone qui ont trouvé un champignon miracle qui va sauver le cancer. C'est comme ça l'information. Je reviens à mon pied de vigne. Et ce qui est passé inaperçu, c'est qu'au fil du temps, au fil du réchauffement climatique, des hivers de plus en plus chauds ont fait que le stade de débourrement de la vigne a avancé pratiquement d'1 mois ici en Alsace. Les vendanges aussi d'ailleurs, hein, donc ça se répercute tout au long de la chaîne, ce qu'on appelle donc le débourrement, puis la véraison, le moment où le grain de vigne commence à changer de couleur, et commence à devenir translucide. Et puis les vendanges ont en Alsace, et c'est pareil sur les autres vignobles, hein, à peu près gagné 1 mois. Et donc de plus en plus souvent,
les pieds de vigne qui sont, pour certains de ces cépages, sont les cépages qu'ont utilisés nos arrière-grands-pères au même endroit. La vigne n'a pas bougé en Alsace, elle est sur les mêmes coteaux. Elle débourre un mois plus tôt et donc effectivement, elle se fait percuter par des périodes peut-être un peu moins froides que ce qu'on a connu il y a 30 ou 40 ans, mais en tout cas toujours trop froide par rapport au stade que la vigne a atteint beaucoup plus tôt. C'est ça le problème. Donc ce petit coup de froid-là, de rien du tout, n'est pas du tout, sauf pour les trumpistes, hein. Mais eux ils croient à tout plein de choses, hein. Certains croient encore que la Terre est plate. Donc ce petit coup de froid n'est rien du tout. Il ne dément en rien le réchauffement climatique. C'est quelque chose de tout à fait normal dans les errances du climat. La tendance, elle, est indiscutable au réchauffement. Voilà, et donc ce pied de vigne, je ne suis pas certain qu'il va souffrir beaucoup parce que donc, lui n'avait pas, chez moi, atteint le stade du bourgeon floral. La vigne, celle-là, elle était en intérieur d'abord le temps de l'enraciner, puis dans la serre, et je l'ai sortie il y a quelques jours, il y a 2 jours pour le tremper. La vigne vraie, elle, chez moi, n'a pas encore débourré, donc elle ne craint rien du tout. Elle n'a pas encore réagi au réchauffement climatique. De même que mes fruitiers, donc là c'est une bénédiction. Les cerisiers, pruniers, reines claudiers, pommiers, etc., n'avaient pas encore commencé tout juste à débourrer, donc pas de risque de ce côté-là. Voilà, on peut jeter un coup d'œil dans la serre, où je n'ai pas encore ouvert, mais je suis convaincu que tout se passe très bien. Donc, comme présumé à l'instant, ici dans la serre, ce qui frappe, c'est l'obscurité, hein, du fait de ces 3 cm de neige à peu près, hein, qui collent au film, y compris sur les parties latérales. Dès qu'il y aura ne serait-ce qu'un peu de soleil ou de lumière qui filtre, la température va se réchauffer, les parois vont dépasser 0 degré, ça va commencer à fondre et la neige va glisser et donc ça va s'éclairer. Mais donc ici, tout en place, hein. Mes différentes salades d'hiver en train de finir, salade de printemps en train de commencer à pommer, radis qui sont en pleine production, donc je vais revenir tout à l'heure sans la caméra en cueillir quelques-uns, donc c'est ce qui est en train de nous nourrir, avec dedans des épinards et différentes salades. Donc là, rien à dire. C'est la plupart de ces légumes qui sont là supportent des -5 et comme on a été peut-être à peine un tout petit peu négatif au petit matin, peut-être à -0,2 dans la serre, au ras du sol, à cette sonde, aucun problème, quoi. Aucun problème. Dès que ça va se réchauffer, ça va repartir. La croissance, quand je dis ça va, la croissance va repartir. Voilà donc sur ce petit coup d'éclairage, hein, sur la neige et sur ce coup de froid qui, à ce stade, ne m'alarme pas. Je vais regarder l'évolution météo pour la nuit de dimanche à lundi. Là, ça va être une autre affaire. Allez, ciao.